Aujourd'hui, Mercedes-Benz pèse près de 80 milliards de dollars et incarne le sommet du luxe automobile. Pourtant, derrière l'étoile, l'histoire commence autrement. Un ingénieur sans fortune, seul face aux doutes et aux échecs, décidé à construire un carrosse sans chevaux. Il s'appelle Carl Benz. Il persévère quand l'argent manque, quand les rires se font entendre, et finit par faire mentir tous ses détracteurs. Sa petite officine devient la première, puis la plus grande, fabrique d'automobiles de la fin du 19e siècle. Mais cette épopée a son revers. Sous le Troisième Reich, l'entreprise fournit des véhicules au régime nazi et recourt au travail forcé. Voilà le vrai récit de Mercedes-Benz, un mélange de génie, d'ascension fulgurante et de zones d'ombre. Et tout commence avec l'homme qui a donné vie à l'automobile, Carl Benz. Novembre 1844, Mühlburg. Un enfant naît sans héritage, dans une maison où l'argent manque et où l'on compte les repas. Son père, conducteur de locomotive, tente de faire vivre les siens. 2 ans plus tard, il meurt. La mère se retrouve seule avec Carl. Elle s'accroche, refuse la fatalité, l'envoie à l'école. Le garçon, souvent le ventre vide, avale pourtant les livres. Chimie, mécanique, tout ce qui explique comment la matière obéit. À 15 ans, il franchit une porte que presque aucun jeune de son milieu n'ose pousser, le Polytechnicum de Karlsruhe. Là, un professeur change sa vie, Ferdinand Rettenbacher, l'homme qui transforme la mécanique artisanale en science rigoureuse. Rettenbacher ne se contente pas d'enseigner, il bouscule les certitudes. La vapeur règne, mais elle ne peut pas tout. Sous cette influence, une idée s'installe chez Carl et ne le lâche plus, créer un carrosse sans chevaux. Le cycliste qu'il est démonte sa bicyclette, observe, mesure, ajuste. D'autres ingénieurs ont déjà tenté l'aventure. Quelques engins avancent, bruyants, lourds, à vapeur, sans utilité réelle. Carl comprend qu'il faut rompre avec l'évidence, inventer un cœur plus compact, plus précis. On se moque. Il insiste. Il lui faudra du temps. Diplômé à 19 ans, il enchaîne les postes en fonderie, en construction, en bureau d'études. Il apprend tout, partout, mais n'entre jamais vraiment dans le moule. Il engrange ce qui lui manque, de l'expérience, des méthodes, des contacts. Et quand l'heure sonne, il se lance. En 1871, à 27 ans, il s'associe avec un mécanicien, August Ritter. Une fonderie et un atelier ouvrent à Mannheim. Le jour, l'entreprise tourne. La nuit, Carl poursuit son obsession. Mettre un moteur dans un carrosse. Avoir un associé lui paraît indispensable pour faire vivre l'atelier et gagner ces heures précieuses dont il a besoin pour prouver sa vision. Mauvais choix d'associé. Très vite, les autorités saisissent les outils. L'atelier vacille dès la première année. À ce moment-là, Carl a rencontré Bertha Ringer. Issue d'une famille aisée, tempérament d'acier, elle refuse de laisser l'œuvre de son fiancé s'effondrer à cause d'un partenaire défaillant. Elle engage sa dot, rachète intégralement la part de Ritter. Dès lors, Carl et Bertha tiennent la barre. Pendant 10 ans, ils maintiennent l'activité à flot. Et, dans cette lutte quotidienne, le génie de Carl se révèle, percée sur percée. En 1879, il met au point un moteur à essence à 2 temps. Pour financer la suite, il dépose des brevets et crée un flux de revenus. Régulateur de vitesse du moteur, allumage par batterie, bougie, carburateur, embrayage, changement de vitesse, radiateur à eau. Chaque invention le rapproche de son obsession, le carrosse sans chevaux, tout en offrant des produits à vendre. Mais les comptes s'alourdissent, les coûts de production flambent, les banques exigent une incorporation. En 1882, la société devient une société par action. Résultat, Carl ne garde que 5% du capital. Plus grave encore, on n'écoute plus ses idées pour les nouveaux produits. Frustration, humiliation. Il quitte l'entreprise l'année suivante. Le choc le durcit. Il se tourne vers sa passion de cycliste et vers 2 artisans respectés de Mannheim, Max Rose et Friedrich Wilhelm Esslinger. Ensemble, ils fondent Benz et Zie. Orientation, machines industrielles et moteurs fixes à gaz. Cette fois, la greffe prend. L'activité devient rentable. L'équipe atteint 25 personnes. Avec des revenus stables et une base solide, Carl peut enfin se concentrer à plein temps sur son rêve, construire une automobile à moteur à gaz. Il refuse le bricolage qui consiste à greffer un moteur sur une voiture hippomobile. Il part de la source, un châssis conçu autour du moteur.
Inspiré par la bicyclette, il assemble ce que beaucoup considéreront comme la première véritable automobile. En 1885, le Benz Patent Motorwagen. 2 places, 3 roues à rayons, un tricycle mu par un 4 temps. Monocylindre, environ 2 tiers de cheval, vitesse proche de 11 km/h. C'est frêle, précis, inédit. Karl teste, ajuste, retouche. Été 1886, il montre la machine. Les curieux s'approchent, applaudissent. D'autres reculent, persuadés qu'elle va exploser. On murmure qu'il conduit un carrosse infernal. À l'atelier, ses associés s'agacent. L'automobile dévore tout et ne sert à rien. Pourquoi quelqu'un achèterait-il ça? Ce n'est pas plus rapide qu'un cheval. Ça tombe en panne et ça peut manquer de carburant. Lui voit plus loin. En 1888, il fabrique des voitures pour la vente, une première. Son meilleur allié reste Bertha. Elle passe des heures à l'atelier, pointe des améliorations, pousse à simplifier ce qui casse. Mais le public n'est pas prêt. Rares acheteurs, trajets courts, mécaniciens à bord. Le prix est haut, réservé à une élite qui déteste le vacarme et la saleté. Il faut une preuve. Un matin d'été 1888, avant l'aube, Bertha se lève. Sans prévenir ni son mari ni la police, elle installe leurs 2 fils dans la voiture et prend la route. Mannheim, Pforzheim, chez sa mère. 66 miles. Personne ne l'a jamais fait. Les chemins sont pierreux, pensés pour les chevaux. Elle s'arrête à la pharmacie pour faire le plein, improvise des réparations, repart. Plus de 12 heures plus tard, ils arrivent. Preuve faite, ce n'est pas un jouet, c'est un moyen de transport. Le Motorwagen devient le sujet dont on parle partout. La publicité est inespérée, l'entreprise s'étend. Dès 1890, Benz est scié, est le 2e fabricant de moteurs d'Allemagne, grâce surtout à ses moteurs fixes à essence. Et Karl peut pousser son idée plus loin, plus vite. L'arrivée de 2 partenaires change la donne. Friedrich von Fischer et Julius Ganz prennent le commercial et le marketing. Benz se recentre sur la technique. Les brevets s'enchaînent. Transmission à train épicycloïdaux, direction à double pivot, moteur à plat, boxer. Sur leur impulsion, il sort un modèle plus abouti. En 1893, la Benz Victoria, un élégant 2 places de 3 chevaux qui file à 18 km/h. Le vrai décollage vient juste après, avec un modèle plus accessible, la Benz Vélo. Environ 1200 exemplaires. Première production à grande échelle de l'histoire. Benz et scié devient le plus grand constructeur du monde, des années 1890 au début des années 1900. Mais à quelques dizaines de kilomètres, la Daimler Motorengesellschaft, DMG, pousse fort. Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach allient génie mécanique et sens des affaires. Voiture commerciale en 1892, bicylindre en 1894, puis la Daimler Phoenix en 1897, moteur à l'avant. Daimler meurt en 1900. Maybach signe en 1901 sa pièce maîtresse, la Mercedes 35 chevaux. Châssis en acier sur mesure, centre de gravité abaissé, moteur puissant, carrosserie élargie. Commande d'Émile Jelinek, baptisé du prénom de sa fille, Mercedes. Elle gagne sur route et en côte, pointe à 90 km/h, surclasse tout. DMG capte l'attention, rebaptise sa gamme Mercedes, décline pour la course et le public. Chez Benz, la pression monte. Les partenaires veulent te répondre vite. Ils font appel à des designers français pour un modèle plus rapide, sans l'aval de Karl. Ils s'y opposent. Ils détestent la course, préfèrent une conduite lente et sûre, redoutent le vacarme et le danger. Le modèle échoue. L'entreprise encaisse crise sur crise entre 1903 et 1904. Karl quitte la direction, reste au conseil. Il finit par accepter la course. Bien lui en prend. Les victoires sauvent la marque. En 1908, une Benz de 120 chevaux relie Leningrad à Moscou en 8h30, 80 km/h de moyenne malgré l'état des routes. Et en 1909, la Blitzen-Benz de 200 chevaux frappe les esprits. En 1911, elle bat le record absolu de vitesse, avion, train, auto confondus, en dépassant 225 km/h. Benz est désormais l'égal de Daimler. Les 2 maisons prospèrent. Puis, l'orage. La Première Guerre mondiale éclate et renverse l'économie. L'Allemagne perd, la récession frappe. Pour survivre, Benz et DMG rangent leur rivalité.
En 1924, ils signent un accord de coopération, production et marketing en commun, marques séparées, pour réduire les coûts. 2 ans plus tard, ils vont plus loin. Fusion complète. 1926, naissance de Daimler-Benz. La marque commerciale devient Mercedes-Benz. La fin des années 1920 accouche de modèles phares, type 630, puis S, SS et SSK. Parmi les cerveaux, Ferdinand Porsche, qui marque ses machines de son exigence d'ingénieur. Carl Benz, resté au conseil, voit l'industrie qu'il a lancée changer d'échelle sous ses yeux. Il s'éteint en avril 1929, à 84 ans. Après lui, la marque grandit et bascule dans une autre logique. 1933, Adolf Hitler prend le pouvoir et veut exhiber la supériorité technique allemande. Il subventionne massivement Daimler-Benz pour les grands prix. Aucune autre firme n'investit autant de temps et d'argent pour aller plus vite. Sur la piste, le résultat est implacable. De 1934 à 1939, les flèches d'argent, W25, puis W125, dominent, approchent les 200 miles par heure. La concurrence existe. Auto Union, autre constructeur allemand soutenu par le régime, remporte 25 courses entre 1935 et 1937. L'Allemagne règne sur le sport automobile. Mercedes-Benz devient la marque favorite du pouvoir. La Mercedes-Benz 770, limousine de prestige, sert aux apparitions d'Hitler et d'autres dignitaires de l'Axe. La Seconde Guerre mondiale replonge Daimler-Benz dans la tourmente. La demande civile s'effondre. L'entreprise produit des véhicules militaires, des camions, des composants pour blindés et surtout des moteurs d'avion pour la Luftwaffe. Dès 1942, la production civile cesse. Tout passe à l'effort de guerre. La main-d'œuvre masculine part au front. On recrute des femmes. Cela ne suffit pas. L'entreprise recourt au travail forcé. Prisonniers de guerre, civils déportés, détenus des camps de concentration sont parqués près des usines, soumis à des cadences épuisantes. Beaucoup viennent d'Europe de l'Est, entassés dans des baraquements. Les déportés gardés par la SS subissent des conditions inhumaines. Malnutrition, sévices, mort. En 1944, près de la moitié des 63 000 employés de Daimler-Benz sont des travailleurs forcés. À la fin de la guerre, le choc est brutal. Les accords de Potsdam confisquent les actifs allemands à l'étranger pour financer les réparations. Daimler-Benz perd ses filiales hors du Reich et se retrouve réduite à ses sites nationaux. Il faut repartir de zéro. L'entreprise est restructurée, sa direction dénazifiée. Grâce à ces changements, l'autorité d'occupation américaine lui accorde en 1946 l'autorisation de produire. Malgré les bombardements, Mercedes-Benz garde un atout vital. Ses usines sont toujours de son côté de la ligne, quand des rivaux comme BMW ou Adler ont vu leur site passer en zone soviétique. La marque se recentre sur l'utile, ambulances, véhicules de police, fourgons de livraison. Une autre usine devient centre de réparation pour les transports militaires américains. Dès 1947, la voiture particulière revient. 1045 exemplaires de 160 volts sortent des chaînes. Conditions précaires, matières rares. Et pourtant, Daimler-Benz redevient profitable en 1 an. Dans les années 50, Mercedes-Benz remonte au premier plan. Retour gagnant en sport auto, vente en plein essor à l'international. En 1954, l'entreprise affiche déjà plus d'1 milliard de dollars de profits cumulés. Avec le temps, Mercedes transforme son image et s'impose parmi les marques automobiles les plus valorisées. Rien de cela n'existe sans Carl Benz. Pauvreté, obstacles, critiques et l'obstination d'un homme qui a rendu l'automobile possible. Puis vient le tournant de la moitié des années 1950. La 300 SL, Gullwing, devient l'icône du renouveau avant que Le Mans 1955 n'impose une rupture profonde, celle qui pousse Mercedes-Benz à inventer sa grammaire moderne de la sécurité. Ses portes en aile de mouette frappant les esprits. Mais c'est surtout la technologie qui impressionne. Châssis tubulaire, injection directe héritée de la course, performance d'exception. L'automobile cesse d'être un simple moyen de transport. Elle devient un manifeste d'ingénierie. Sur les circuits, Stuttgart domine. Jusqu'au 11 juin 1955. Aux 24 heures du Mans, la 300 SLR de Pierre Levègue s'accidente. Des dizaines de morts parmi les spectateurs, d'innombrables blessés, un choc planétaire. Dans la nuit, Mercedes retire ses voitures. Peu après,
la marque se retire officiellement des compétitions de premier plan pour une longue période. La performance passe au second plan. La responsabilité devient le maître mot. Ce basculement s'inscrit dans la philosophie produit. Sous l'impulsion du visionnaire Béla Barrény, Mercedes-Benz systématise une idée simple et révolutionnaire: protéger les occupants par la conception même de la carrosserie. Cellules de sécurité centrale rigides, zones déformables à l'avant et à l'arrière, colonnes de direction repensées, habitacles étudiés pour limiter les lésions. La sécurité, jusque-là accessoire, devient une part de l'identité Mercedes. Dans la rue comme sur les routes rapides qui se développent en Europe, ces choix techniques font rupture. La marque capitalise sur son prestige d'avant-guerre, mais redéfinit son rôle. Le progrès ne se mesure plus seulement en chevaux, mais en vies sauvées. C'est le nouveau contrat moral de Mercedes-Benz avec le public. La vitesse maîtrisée par la science. Des voitures conçues pour pardonner l'erreur humaine. À la charnière des années 50 et 60, l'intuition de Béla Barrény devient une réalité d'usine. Les berlines Eckfloss inaugurent la cellule de survie et les zones de déformation programmées. L'idée n'est plus de rendre la carrosserie indestructible, mais d'absorber l'énergie pour protéger les occupants. Ce langage technique, posé dès 1959, infuse progressivement toute la gamme Mercedes-Benz, puis l'industrie entière. La décennie suivante fixe la hiérarchie. Les grandes berlines de Stuttgart imposent leurs standards de confort, de tenue de route et d'endurance, tandis que la marque étend son empreinte. Utilitaire, camions et des silhouettes appelées à devenir cultes. En 1972, la première classe S, officiellement nommée comme telle, installe le sommet de la pyramide. C'est là que Mercedes-Benz introduit ses technologies en premier, avant diffusion au reste de la gamme. La sécurité n'est plus un slogan, c'est un système. Structure pensée pour les chocs frontaux et latéraux, habitacles sans saillie dangereuse, colonnes de direction repensées. Le 3 points, popularisé à partir de 1959, devient la norme. Mercedes affine l'ensemble et prépare l'étape suivante, les systèmes actifs. En 1978, bascule. En option sur le haut de gamme, un anti-blocage développé avec Bosch. Pour la première fois à grande échelle, une électronique mesure et module le freinage roue par roue pour garder l'adhérence. 3 ans plus tard, en 1981, la grande berline propose l'airbag conducteur avec prétensionneur de ceinture. La retenue passive devient intelligente, synchronisée, calibrée au dixième de seconde. Message constant. La performance n'a de sens qu'avec la maîtrise et le pardon de l'erreur humaine. Cette exigence dépasse les limousines. En 1976, une berline moyenne, robuste et simple à entretenir, conquiert taxis, familles et flottes. Elle devient le symbole d'une endurance presque proverbiale. À l'autre extrémité, le 4x4 né en 1979 d'un projet militaire avec un partenaire autrichien inaugure une lignée indestructible qui traverse les décennies sans perdre son identité. Et, en 1982, une compacte à propulsion introduit la marque dans un segment plus accessible sans renier la rigueur de fabrication. Elle sert de laboratoire à des versions sportives, dont une déclinaison à double arbre à cam, qui s'illustre en compétition sur circuit et en championnat de tourisme. Dans le même mouvement, un nom extérieur au schéma officiel devient l'alter ego sportif de la marque. Fondée en 1967 par Hans-Werner Aufrecht et Erhard Melcher, une petite structure d'atelier transforme des berlines sages en machines d'endurance. En 1971, une 6,8 litres rouge écarlate stupéfie l'Europe avec un résultat historique aux 24 heures de Spa. Ce n'est pas une parenthèse. Des préparations routières au programme client, la trajectoire rapproche pas à pas cette maison de Stuttgart, à l'aube des années 1990. L'antipatinage arrive pour calmer le couple sur chaussée glissante. Au milieu des années 1980, une transmission intégrale sophistiquée complète l'arsenal pour ceux qui affrontent la neige et la montagne. Peu à peu, une philosophie se dessine. Structure qui encaisse, électronique qui anticipe, moteur qui endure. En 3 décennies, Mercedes-Benz a transformé la voiture sûre en cahier des charges mesurables, reproductible, exportable. Désormais, chaque progrès, luxe, sport, technologie, doit rester compatible avec cette colonne vertébrale. Désormais, la performance n'existe qu'adossée à la maîtrise, principe qui guidera toutes les décisions industrielles.
Mais l'automobile se mondialise à grande vitesse. Les coûts explosent, la taille critique devient vitale. En 1998, Merger of Equals, Daimler Chrysler, Marie Stuttgart et Detroit. Sur le papier, synergies industrielles, plateformes partagées, accès direct au marché nord-américain, amortissement des investissements électroniques et moteurs à l'échelle mondiale. Dans les faits, les cultures s'entrechoquent. Sous Jürgen Schremp, priorité à la taille et à la vitesse d'exécution. Chrysler enchaîne des cycles erratiques. Le groupe s'éparpille. Smart, Mitsubishi Motors, Alliance Camion en Asie. Pendant ce temps, Mercedes doit protéger son image de qualité et son pouvoir de prix. La première moitié des années 2000 est ambivalente. D'un côté, le territoire s'élargit. Renaissance de Maybach pour l'ultraluxe, supercar SLR McLaren pour capitaliser sur la Formule 1 aux côtés de McLaren, déjà titré à la fin des années 1990. De l'autre, la complexité électronique et la pression sur les coûts dégradant la perception qualitative. Campagne de rappel, critique sur la fiabilité de certains sous-systèmes freins électroniques, carrosseries parfois sensibles à la corrosion selon les marchés. Pour une marque bâtie sur l'endurance, l'alerte est prise au sérieux. Plan qualité, chaîne d'approvisionnement resserrée, recentrage technique. En clair, remettre la base au niveau avant la prochaine étape. Sur le front sportif et des performances routières, l'identité se précise. En 1999, le groupe prend le contrôle majoritaire d'AMG. L'atelier fondé par Hans-Werner Aufrecht et Erhard Melcher devient Mercedes-AMG GmbH, bras armé officiel des versions haute performance. La recette, gros couple, châssis affûté, freins dimensionnés, électronique reprogrammée, se décline sur la berline, le coupé, le break. En compétition, le partenariat avec McLaren offre à la marque un halo technologique qui crédibilise l'ADN performance plus maîtrise sur route ouverte. En parallèle, Mercedes consolide ses fondamentaux moteurs. Le diesel à injection Common Rail, CDI, déployé à la fin des années 1990, devient la norme en Europe pour concilier couple, sobriété et autonomie. À partir du milieu des années 2000, la marque investit la dépollution par réduction catalytique sélective, future Blue Tech, pour préparer les normes américaines et européennes à venir. Là encore, la logique est la même que depuis Bahreïni. Performance oui, mais encapsulée dans une architecture qui protège, désormais aussi, la qualité de l'air. À l'échelle du groupe, la grande promesse de la fusion s'étiole. Les synergies attendues se heurtent aux réalités des cycles produits et aux différences de segments. Dieter Zetsche, envoyé au chevet de Chrysler au début des années 2000, remonte une partie de la pente opérationnelle, mais le diagnostic est clair, la greffe ne prend pas. En 2007, Daimler cède le contrôle de Chrysler à Cerberus Capital Management et retrouve son indépendance sous un nouveau nom, Daimler AG. Le recentrage stratégique s'enclenche. Priorité à Mercedes-Benz, voitures et utilitaires, clarification des alliances, discipline produit et qualité. Au terme de cette séquence, Mercedes sort avec des leçons coûteuses mais structurantes. L'échelle n'a de sens que si elle sert la cohérence d'ingénierie. L'électronique doit renforcer, et non fragiliser, la promesse de fiabilité. La performance sportive n'est durable que si elle irrigue, sans l'affaiblir, la berline du quotidien. La décennie suivante montrera jusqu'où cette doctrine peut mener. Au début des années 2010, Mercedes revient en Formule 1 en équipe d'usine avec Mercedes-AMG Petronas. L'objectif n'est pas seulement sportif. Il s'agit d'installer au sommet une vitrine technologique cohérente avec les futures voitures de série. En 2014, l'ère des V6 turbo-hybrides débute et Stuttgart impose sa loi. 8 titres constructeurs consécutifs, 2014 à 2021. Plusieurs titres pilotes, Lewis Hamilton, puis Nico Rosberg en 2016, et une supériorité moteur qui fait école. Récupération d'énergie, efficience thermique, gestion électronique fine. Le message est clair, la performance n'est plus brute, elle est systémique. Sur route, la philosophie sécurité-maîtrise se prolonge et s'électrifie progressivement. Les grandes berlines inaugurent des assistances de plus en plus intégrées, freinage automatisé, régulateur adaptatif, couplé à la lecture de l'infrastructure, vision stéréoscopique. La Chine devient un axe majeur, production locale, empattement long, montée en gamme,
tandis que l'offre s'élargit sans renier la rigueur d'exécution. À partir de 2016, la stratégie CASE, Connected, Autonomous, Shared and Services, électrique, structure l'investissement. Logiciels embarqués, conduite automatisée, services de mobilité et électrification prennent un poids décisif. Dans le même temps, l'industrie européenne traverse une zone de turbulence. Après 2015, les motorisations diesel sont scrutées de près par les autorités des deux côtés de l'Atlantique. Daimler doit rappeler et mettre à niveau des véhicules, accepte des pénalités et renforce ses processus de validation. La réponse technique se double d'un pivot stratégique. L'emblème EQ devient la bannière de l'électrique. Un premier SUV ouvre la marche, puis arrivent des berlines dédiées sur architectures électriques. L'objectif n'est plus de convertir l'existant, mais d'optimiser autour d'une batterie, d'une aérodynamique et d'une chaîne de traction électrique. Côté conduite automatisée, Mercedes franchit une étape réglementaire importante en Europe au début des années 2020 avec un système de niveau 3 autorisé sur certains tronçons et à basse vitesse. L'électronique ne se contente plus d'assister, elle peut, dans des cas d'usage encadré, prendre la responsabilité de la conduite. C'est l'aboutissement logique de 6 décennies d'empilement sécurité passive, plus sécurité active, plus logique logicielle. La recomposition capitalistique suit. En 2021, les activités camions et bus sont séparées. Daimler Truck devient une entité cotée indépendante. Le noyau voiture, Vance, se concentre sur le luxe ingénierie. En février 2022, Daimler AG change de nom. Mercedes-Benz Group AG. À la tête du groupe, Ola Källenius assume un cap sans ambiguïté. Dès 2025, toutes les nouvelles plateformes seront electric only et la marque veut être prête à passer au tout électrique d'ici la fin de la décennie, là où le marché le permet. L'ère ouverte par Bahreïni, où la technique fonde la promesse, trouve ainsi un prolongement naturel. L'efficience énergétique et logicielle devient la nouvelle mesure du progrès. Au début des années 2020, Mercedes-Benz referme le chapitre industriel ouvert à la fin des années 99 et clarifie son cap. La séparation des activités poids lourds rend au cœur Voitures and Van son identité historique. La marque assume pleinement un positionnement top-end. Classe S, Maybach, AMG et J-Class deviennent les piliers d'une stratégie qui vise moins la quantité que la valeur. Le message est limpide. Chaque innovation doit d'abord prouver sa pertinence au sommet, puis ruisseler. Sur produit, la bascule s'opère en douceur mais sans ambiguïté. Les électriques dédiés prennent rang aux côtés des thermiques. Grande berline à très longue autonomie et aérodynamique peaufinée. Berline du segment inférieur optimisée pour l'efficience, SUV et 4x4 qui démontrent que le couple instantané et la gestion fine des moteurs peuvent cohabiter avec le confort long courrier. L'architecture électronique évolue elle aussi. Au lieu d'additionner des calculateurs, la marque travaille à unifier le cerveau de la voiture. L'objectif, d'ici le milieu de la décennie, est clair. Faire du logiciel l'ossature qui pilote l'énergie, l'assistance à la conduite, l'infodivertissement et les services. Un système d'exploitation maison conçu pour durer plus longtemps que n'importe quelle génération de carrosserie. La conduite automatisée franchit un seuil réglementaire. Dans des conditions strictement encadrées, trafic dense, vitesse limitée, tronçon validé, le conducteur peut déléguer la conduite et reprendre la main à la demande. Ce n'est ni un gadget ni une promesse floue. C'est le prolongement naturel de 60 ans de sécurité passive puis active, désormais orchestré par un logiciel souverain. À l'usage, l'empilement devient invisible. Amortissement piloté qui filtre sans isoler, aides qui préviennent au lieu de surprendre, gestion thermique qui protège la batterie sans brider les performances. Côté industrie, l'électrification impose une autre discipline. Les chaînes sont reconfigurées pour assembler, sur un même site, des variantes thermiques, hybrides et 100% électriques. Les batteries deviennent un sous-système stratégique. Chimie diversifiée selon les usages, contrats d'approvisionnement de long terme, montée en compétences sur le recyclage pour sécuriser matières et coûts. Parallèlement, la gamme est rationalisée. Moins de dérivés redondants, plus de clarté entre les familles de produits. Un langage de design qui rapproche visuellement électrique et thermique pour simplifier la lecture de l'offre. Sur le plan sportif et d'image, l'ère de domination absolue en Formule 1 s'est refermée avec le changement de réglementation technique. La marque reste cependant au plus haut niveau, utilise la F1 comme banc d'essai d'efficience et de thermal management,
et garde AMG comme relais de désirabilité sur route. L'important n'est plus d'écraser la concurrence, mais de montrer que l'on sait gagner dans un cadre technologique devenu plus exigeant et plus frugal. Enfin, la stratégie commerciale se cale sur la réalité des marchés. L'objectif, prêt pour le tout électrique d'ici la fin de la décennie, là où le marché le permet, demeure la boussole. Mais l'exécution devient adaptative. Accélérer là où la demande et l'infrastructure suivent. Préserver des offres hybrides et thermiques sobres, là où le client et les réseaux le requièrent. La promesse fondatrice reste inchangée depuis Bahreïni. Une Mercedes doit d'abord protéger ses occupants, sa valeur dans le temps et désormais son budget énergétique, avant de séduire par la vitesse. Simplement, en 2025, cette promesse parle le langage du logiciel et de l'électron. Conclusion. Tout est parti d'un atelier, d'un moteur fragile et d'un rêve simple, bâtir un carrosse sans chevaux. De Karl et Bertha Benz aux grandes heures de Daimler et Maybach, de la Patent Motorwagen à la 300 SL Gullwing, l'automobile est devenue un système, pas seulement une machine. À chaque étape, la même intuition s'est imposée. La performance n'a de valeur que si elle est maîtrisée. L'histoire n'est pas linéaire. Elle compte des zones d'ombre, le travail forcé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui obligent à la lucidité autant qu'à la mémoire. Puis elle raconte une reconstruction méthodique. Bahreïni et la cellule de sécurité, l'ABS, l'airbag, l'ESP, la rigueur des grandes berlines et la démocratisation progressive des technologies. Même quand la mondialisation a bousculé la qualité perçue ou que la fusion avec Chrysler a dévié la trajectoire, la marque a fini par recentrer sa promesse. Protéger d'abord, avancer ensuite. Au XXIe siècle, cette promesse change de langage. Gagner des grands prix hybrides, c'était déjà prouvé que l'efficience pouvait surpasser la force brute. Passer à l'électrique et au logiciel, c'est prolonger la même idée. Faire dialoguer l'énergie, la sécurité active et la longévité, sous une architecture qui met l'humain au centre. En 2025, une Mercedes demeure une Mercedes si elle sait absorber les chocs, prévenir les erreurs, durer dans le temps et désormais optimiser chaque watt sans trahir le plaisir de voyager loin. Au fond, c'est cela, l'héritage de Benz. Transformer l'audace technique en standards industriels sans cesser de questionner sa responsabilité. L'histoire n'est pas close. Elle se réécrit à chaque génération. Mais si l'automobile a encore un avenir, c'est qu'un siècle après la Motorwagen, l'idée qui la propulse n'a pas changé. Faire mieux que la veille et le faire pour de vrai.